Hello, bonjour Jean Bouchard d'Orval et bienvenue sur la chaîne Émergence. Bonjour Clément, merci de ton invitation à partager ce matin, parce que c'est le matin ici à Montréal. Et pour moi, c'est la fin d'après-midi ici en Inde. Ben Alors, oui, euh, euh, juste pour dire quelques mots sur toi, Jean Bouchard d'Orval était naguère physicien et ingénieur. Il a été saisi par l'intuition fondamentale de l'existence, ce qui l'a mené à passer de nombreuses années en Inde. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages qui explorent le pressentiment de la joie sans cause et son actualisation dans la vie. Il est auteur de nombreux ouvrages et notamment il est co-auteur de l'ouvrage Le trésor secret des mots avec Francesca Brugnoli qui va paraître aux éditions Almora le 20 mars 2025. Donc, oui, c'est la date où il devrait être en librairie, mais il va peut-être sortir avant ça. Enfin, bref, il sort incessamment. donc il y a une actualité, c'est vraiment un heureux hasard. Et comme d'habitude, pour commencer cette émission, je donne le ton avec une citation et aujourd'hui, exceptionnellement, il y aura deux citations. La première est une citation de l'écrivaine indienne Arundhati Roy, qui nous dit: Avons-nous besoin d'armes pour faire la guerre? Ou avons-nous besoin de guerre pour créer des marchés pour les armes? Et ma deuxième citation, elle est de Christian Bobin, l'écrivain français. C'est quoi vivre poétiquement? Vivre poétiquement, c'est essayer d'avoir une tenue de langue et d'âme qui réenflamme la vie, qui redonne le courage et envie de vivre, et qui nous remette à la hauteur de la splendeur qu'est cette vie. Vous voyez, je ne parle pas d'émerveillement, mais je parle de splendeur. Le poétique, c'est même autre chose que l'écriture. C'est avant l'écriture. C'est une manière d'être, d'aller dans la vie, de taper avec le cœur sur le cœur de l'autre et Hmm. d'ignorer tous les obstacles, d'aller tout droit. C'est aller du cœur au cœur, aller du cœur au cœur. Très beau. Citation que je connaissais parce que j'ai beaucoup, beaucoup lu et aimé Christian Bobin, bien sûr. Tu l'as Et rencontré personnellement? Est-ce que tu as eu cette possibilité? non, j'ai pas eu la chance de le rencontrer personnellement. J'ai un de mes amis qui l'a fait. Il a beaucoup, beaucoup aimé le contact, mais j'ai lu, je sais pas moi, une quinzaine de ses livres, facile. Et à ces deux citations-là, je voudrais en ajouter une troisième de Jean Bouchard d'Orval. Avec joie. Vas-y, Jean. J'aime, j'aime bien me citer moi-même. D'ailleurs, j'ai parfois dit à des amis, vous savez, maintenant, quand je veux lire un bon livre, je l'écris. En toute modestie, comme Oui. Mohamed Ali. Voilà, je suis le Mohamed Ali de la spiritualité. Mais tu sais, on peut avoir une grande bouche et être très modeste en fait. Et je pense que Mohamed Ali, C'était un homme magnifique, Mohamed Ali. tout à fait. Et un jour, un journaliste lui a dit, mais vous n'êtes pas un peu vantard? Il dit, ça serait de la vantardise si c'était pas vrai. Excellent. Alors, ma citation de Jean Bouchard d'Orval, c'est que c'est très simple. Je suis convaincu que si tous les êtres humains prenaient 5 minutes le soir pour regarder, contempler le ciel nocturne étoilé, là où c'est encore possible, la vie serait très différente sur Terre, nos vies individuelles, nos vies collectives. Pourquoi? Je pense que ça se voit facilement. Ça recadre vraiment ce malentendu, malheureux malentendu, bon, on va enlever malheureux, ce malentendu qu'on a fait dans nos vies très tôt, qu'à partir des impressions des sens et quand on a réalisé qu'on existe, on s'est pris pour quelqu'un, quelque chose qui est né, qui va mourir, qui est localisé dans l'espace et dans le temps. Et toutes nos souffrances, toutes viennent de là, tous nos mal-être qu'on attribue aux événements extérieurs, aux autres, aux conjoints, aux chiens, aux voisins, au gouvernement, bien que ceux-là, ils travaillent très fort pour ça. Puis en réalité, c'est comme dans le rêve, on traverse plein de périls, de douleurs, de souffrances, de peurs, de désirs dans le rêve. Et puis on essaie de les résoudre à la pièce, un après l'autre, c'est toujours recommencer, comme dans l'état de veille, hein. Vous pouvez résoudre autant de problèmes que vous voulez, il y en a toujours un autre et très souvent le même revient, hein, parce qu'on n'a pas compris. Or,
2 minutes plus tard, on se réveille et on comprend, on voit directement qu'on n'a peut-être pas réglé encore les problèmes de l'histoire du rêve, mais ça ne nous concerne plus. On est mort de rire. On est libre de ça. Pas le personnage du rêve qui est libre de ça, mais la réalité qui est la pure conscience lumineuse du rêveur. On le comprend bien dans l'état de veille, dans l'état de rêve, parce qu'on en est sorti. On le comprend moins bien dans l'état de veille parce qu'on a encore la tête plongée dedans. C'est tout. Alors, c'est pour ça que je dis que le ciel de nuit, 5 minutes, ça suffit pour nous sortir un peu de notre bulle égotique personnelle. Excuse de ce long préambule, mais ça me venait. Pas d'excuses, c'était tout à fait dans le thème de ce qui nous réunit aujourd'hui. Et en introduction et avant que je commence à poser des questions, je propose qu'on prenne une petite minute avec les gens qui nous regardent, juste en silence. On peut garder les yeux fermés ou ouverts. On se prend juste une minute et Mm. et on revient vers les mots dans un Et instant. après ça, on poursuivra le silence avec la parole. C'est Voilà. exactement ça. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans ce temps de silence. Moi, j'ai vu un ciel étoilé. Donc, merci pour tes mots. Euh, donc, je regarde la liste des questions que j'ai écrites Mm. avant de faire cette interview pour la préparer et je me dis que euh, bah déjà, tu as presque tout dit, mais on va jouer à réexplorer tout ça, peut-être à le Oui. développer un petit peu. Mais bien sûr, c'est pas des erreurs de répéter ce qui est vrai, ce qui est réel, parce que l'erreur, c'est de répéter ce qui est faux et irréel, et c'est ce qu'on fait dans nos vies. Voilà. C'est Jusqu'à ça. temps qu'on le voit, et on n'en sort pas, ça sort de nous, tout simplement. Je te laisse aller, vas-y. Quand j'ai commencé l'émission, je disais que c'était une émission pour les premières interviews que je faisais. Pour décrire l'émission, je disais que c'était une émission qui parle d'éveil individuel et collectif. Jean, comment tu définirais l'éveil spirituel? Est-ce qu'on peut parler d'éveil individuel et collectif? Éveil, j'utilise très peu le mot éveil depuis toujours, parce qu'il a été très galvaudé, très utilisé, particulièrement en France. Euh, pour moi, c'est simplement réaliser que qu'on dormait jusque-là. Alors, il faut pas en faire toute une opérette de grâce. C'est comme quand on sort du sommeil profond ou du rêve. La première chose qui nous vient, c'est ah mon Dieu, je rêvais. Alors, c'est pareil pour ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Euh, on réalise tout simplement, mais mon Dieu, comment j'ai fait pour vivre comme ça pendant toutes ces années, toutes ces décennies? C'est un moment d'ébahissement, d'émerveillement. Quand le Christ disait dans l'Évangile selon Thomas que celui qui cherche ne cesse pas de chercher, et lorsqu'il aura trouvé, il sera bouleversé. Étant bouleversé, il sera émerveillé, et il régnera sur le tout, comme le rêveur qui vient de prendre conscience qu'il rêvait. Il règne sur le tout, peut faire pleuvoir, peut guérir les lépreux, ressusciter les morts, pas de souci.
Et surtout, il a plus d'inquiétude, il a plus de peur. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? On parlait d'éveil individuel et Oui, moi, voilà, l'éveil, c'est de réaliser qu'on était en train de dormir. Alors, on n'en fait pas tout un plat. Euh, je pense on devrait surtout pas se proclamer un éveillé, hein. Le Bouddha n'a pas déclaré je suis un éveillé, je suis simplement éveillé. C'est un adjectif, c'est pas un substantif, hein. Bouddha veut dire, c'est le participe passé du verbe bodha, qui veut dire être éveillé. Donc, donc, on devrait tout simplement rentrer à la maison tranquillement, discrètement, parce qu'on vient de réaliser qu'on a vécu, excuse-moi, excuse le mot, qu'on a vécu comme un imbécile toute sa vie. On devrait plutôt être discret avec ça. Voilà. Bon, je rigole un peu, mais il faut surtout pas en faire toute une nouvelle histoire, une belle histoire. Échanger des chaînes en acier contre des chaînes en or. Au bout de la chaîne, on n'est pas rendu plus loin. Et c'est même plus pernicieux parce qu'on est convaincu que là, on a compris. Ça y est. Là, j'ai vraiment compris. J'ai profondément compris. Oh là là. Rentre à la maison. c'est les plus dangereux, ceux-là. Ceux qui ont tout Oui, compris. bien sûr, tout à fait. Alors pour moi, l'éveil, c'est simplement aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé sur Terre. Et qu'est-ce qu'on a commencé? C'est très facile à voir. Rappelle-toi quand tu étais enfant. Je me souviens quand j'étais tout petit. Et si on ne se rappelle pas, regardez les enfants, très bas âge, comment on disait en latin, infants, qui ne parlent pas encore. Après ça, on le dit, plus tard, on le dit puer, enfant. Mais le latin est une langue très précise. Infants, c'est avant qu'ils parlent, avant qu'on parle. Autrement dit, avant qu'on cristallise l'image de soi-même. Infants, c'est ça, enfant. Euh, Comment on a commencé notre carrière d'être humain? Parce qu'on s'entend bien, c'est une carrière, être humain, hein? Quand on dit j'ai fait telle carrière, ça ne nous définit pas qui on est, ça définit comment on a été, comment on est. Eh bien voilà, on a commencé une carrière d'être humain. Comment? En regardant partout, en écoutant partout, en touchant partout, en voulant tout goûter. D'ailleurs, au désespoir de nos mères, on voulait goûter à tout, peu importe ce que c'était, en sentant. Et ça, c'est commun à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les civilisations, à toutes les époques, à toutes les races, à toutes les croyances qui viennent après. Même les animaux. Regardez, un chaton, un chiot, un lionceau, un petit tigre, un petit éléphant. C'est la curiosité, la découverte. Et à un moment donné, on a arrêté. Pourquoi? Parce que les impressions des sens se sont accumulées très rapidement dans le cerveau et le cerveau les a réarrangées pour mettre ce qui va ensemble, ce qui va pas ensemble, etc., etc. Créer ce que j'appelle le savoir, la mémoire. Et si tu regardes de l'an 0 à l'an 20 de notre vie, grosso modo, la capacité de nous étonner diminue en proportion de l'accumulation du savoir. La fameuse chanson de Jean Gabin, je sais, je sais, je sais, on croit savoir. Et là, ça y est, c'est parti pour une vie. On va aller partout dans la vie. Partout où on va, on transporte son petit bêtisier personnel, en voyant tout à partir d'un point de vue qui est fort limité dans l'espace et dans le temps. Et c'est là qu'il y a des heurts avec les autres. Et ce qu'on appelle la paix et l'amour, c'est souvent un compromis temporaire, une convergence temporaire d'intérêts, etc., entre les personnes, entre les nations, hein. Tous les présidents, les chefs d'État parlent, je défends l'intérêt des États-Unis, je défends l'intérêt de la France, je défends l'intérêt de la Russie, de la Chine, etc. Eh bien oui, les nations se comportent comme les individus qui les composent, c'est pas compliqué, hein. Et il n'y a rien de sorcier là-dedans. Donc, oui, l'éveil, c'est d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé.
Et malheureusement, on a arrêté. La plupart, la vaste majorité d'entre nous, on a arrêté. On s'est bloqué là entre 15 et 20 ans. C'était vraiment formé. Le langage, quand il est apparu, c'est pour ça que je parlais de infants. Quand le langage apparaît, ça vient tout couler ça dans le béton, là. Et c'est parti pour la vie. Et en général, si on est quand même un peu attentif, appelons ça la grâce, hein, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est malheureux, on vit mal. L'être humain vit mal. L'être humain, il n'est pas bon envers lui-même. On pense que l'égoïste, c'est celui qui est bon envers lui-même, pas bon envers les autres. L'égoïste, il est très mauvais pour lui-même. Il n'est pas bon pour lui-même. C'est pour ça qu'il est malheureux. Et on est tous dans cette grande secte des égoïstes. Voilà. Comme c'est Yvan Mort qui disait ça autrefois, que j'ai beaucoup adoré, Yvan Mort. Quel bel être. Bon, Oui. bref, c'est d'aller jusqu'au bout de ça. Et la vie nous force parfois. Généralement, c'est par le mal-être, la souffrance. On n'a pas besoin d'avoir de grandes souffrances. Si on est assez attentif, les petites font l'affaire. D'ailleurs, si vous avez ce qu'on appelle une belle vie, vous n'avez pas de grands malheurs, de grandes souffrances dans votre vie, ne vous en faites pas. Les petites souffrances, les petites douleurs font largement l'affaire. C'est comme un gaz. Si vous ouvrez une barrique de gaz dans la pièce, en quelques secondes, c'est partout dans la pièce. Si vous ouvrez un petit contenant, en quelques secondes, c'est partout dans la pièce aussi. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de grands malheurs. Si vous êtes attentif, vous allez voir que vous n'avez pas perdu la capacité de vivre comme un imbécile. C'est pas beau le mot imbécile. De vivre un peu dans l'ignorance, dans la cristallisation, dans la restriction, qu'on est toujours tourné vers un devenir. Toutes les actions, les pensées, les actions qu'on pose, c'est maintenant, on s'entend bien, c'est maintenant, mais on le fait tourner, émotionnellement tourner. Je ne parle pas pratiquement, on peut avoir un calendrier et cocher des cases sur les dates du calendrier, ça c'est fonctionnel. Je dis, on agit, on pense, on agit en étant émotionnellement tourné vers quelque chose qui n'est pas là. Le moment à venir où on aura la récompense de notre action. Or, si vous avez remarqué, à chaque fois que vous êtes extrêmement présent dans ce qui est là, vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous êtes même profondément joyeux. Et c'est pour ça que quand on est absorbé dans quelque chose, on ne voit pas le temps passer. Le temps est associé à la souffrance. Vivre dans le temps, c'est douloureux. Or, et remarquez que chaque fois que vous n'êtes pas là émotionnellement, vous êtes tourné vers un futur ou un passé qui ne sont pas là, ben vous n'êtes pas bien. C'est pas compliqué. Hein? Donc, je dis, c'est par manque d'attention. Voilà. C'est une confusion qui nous fait vivre aussi mal qu'on vit, individuellement, collectivement. Et comment on corrige une confusion? Pas en levant le coude comme ça 3 fois à gauche, 3 fois à droite, en levant une jambe comme ci. J'en ai fait aussi du yoga, c'est pas de souci, mais tout ce qui, tout ce qui est propice à aller jusqu'au bout, à développer l'attention est bienvenu. Mais tout ce qui est fait, encore une fois, dans le but d'un gain à gagner dans le futur, et malheureusement, les techniques, on les pratique très souvent comme ça, et on s'étonne après qu'il n'y a pas grand-chose de changé, hein. Eh ben, c'est foutu, c'est toujours à recommencer. Donc, c'est pour ça que je dis l'éveil, pour me résumer un peu, pour me ramasser, c'est d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé, tout simplement. Donc, l'éveil, pour moi, c'est la vie menée à terme. Comme disait le Bouddha à la fin de sa vie, a été accompli ce qui devait être accompli. Krita Kartavyam. Magnifique. Kritam Kartavyam, c'est neutre, excusez. Merci. Ouais, Je continue avec cette exploration. Euh, oui. Pendant que Jean, j'étais à mon téléphone. ok. Vas-y. Jean, tu as passé de nombreuses années en Inde.
En quoi cette expérience a-t-elle influencé ta vie et ta vision de la spiritualité? C'est venu confirmer ma rencontre avec mon maître en novembre 82. D'ailleurs, j'ai passé en 5 ans et demi en Inde en tout, mais en plusieurs voyages, hein. J'ai beaucoup fait vivre les compagnies aériennes entre 82 et 99. Et c'est venu simplement confirmer ce que j'avais pressenti profondément dans ma vie, à plusieurs moments dans ma vie. Déjà à l'âge de 6 ans, j'ai vu des choses, et à nouveau à l'âge de 12 13 ans. Mais après ça, au sortir de l'adolescence, au début de la vie adulte, je veux dire la vue adulte, c'est pareil. Parce que ce que j'appelle l'âge adulte, c'est pas vraiment un âge adulte. Il y a que l'enfance. Et l'adulte, je considère ça comme une maladie infantile dont on peut guérir au besoin, et si on y est attentif. Alors, la vie adulte, à un moment donné, m'a fait amener un long détour, un peu intellectuel. C'est là que je me suis intéressé à la physique moderne. Et pour trouver un bon emploi, je suis devenu ingénieur nucléaire chez Hydro-Québec, 10 ans, compagnie d'électricité ici. Et puis, mais après ça, ça m'est revenu très fort à la fin des années 70. J'ai commencé à remettre en question. Et, euh, et donc, de fil en aiguille, j'ai été mis sur la piste. J'ai rencontré des gens ici qui étaient en contact avec mon maître à Kullu, dans Himachal Pradesh. C'est la province entre le Punjab et le Cachemire, hein. Ouais, très Donc, bien, dans les contreforts himalayens. très belle région. Voilà, et je suis allé là la première fois en novembre 82. J'ai écrit à mon maître une lettre. J'ai même envoyé un télégramme. À l'époque, on fonctionnait en télégramme encore. Et j'ai écrit, j'aimerais ça aller passer 3 mois là. Il m'a répondu en anglais, You are welcome to stay forever. T'es bienvenu pour rester toujours. Je l'ai bien compris, je pense. C'était pas d'aller m'écraser dans un ashram pour les prochaines 50 ans, mais de rester dans dans la lumière consciente, forever, à toujours, per sempre. Excuse, beaucoup d'Italiens qui me viennent des fois. Et donc, ma première rencontre, il m'a pris à part, après la rencontre collective, il m'a pris à part. Et il m'avait dit, je vais traduire après, parce que je me le rappelle en anglais. On parlait en anglais là-bas. Your sadhana will be a lot of talking and writing. Ta sadhana, ta pratique, ce que tu vas faire plus tard, ça va comporter beaucoup le fait de parler et d'écrire. Écrire, je pouvais le concevoir, j'ai toujours aimé ça. Mais parler, j'ai jamais aimé parler en public. Encore aujourd'hui, je n'aime pas parler en public. Ça paraît pas, parce que dès que j'ouvre la bouche, c'est autre chose qui se met en marche, c'est pas moi. Mais je te jure, ça m'est arrivé plusieurs fois avant un séminaire ou un entretien public de souhaiter qu'il n'y ait personne puis que ça n'avait pas lieu. Une fois, j'ai failli être exaucé. Et, euh, et donc, ça finit par se faire, mais il avait vu clair. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avant ça, dans la rencontre, dans le satsang collectif qu'il y avait, j'étais assis devant lui directement, il me fait asseoir en avant. Et à 2 reprises, pendant qu'il parlait, à un moment donné, il m'a regardé dans les yeux, il disait pas n'importe quoi, mais il sautait du coq à l'âne, non. C'est rien de très profond, ce qu'il disait. On rigolait de ça. Il m'a regardé et j'étais assis à ma place. J'étais assis à sa place. J'étais entre les deux. Et pour me bien faire sentir que c'était pas un hasard, il l'a répété après. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, ça, avec quelqu'un. Dans le métro, je rentrais de l'Université de Montréal, j'étais dans le métro, j'étais fatigué, je dormais presque sur un poteau. Et puis tout d'un coup, j'ouvre les yeux, puis je vois un autre type qui faisait à peu près la même chose sur le prochain poteau. On s'est regardé 5 secondes. J'ai dit, mais je suis là, je suis ici, tout ça. Mais ça, c'était dans les années 60, là. Je savais pas trop ce qui se passait.
C'est devenu clair après. Évidemment, après ça, j'ai participé au SAT 5, j'ai eu beaucoup d'interactions avec mon maître et je lui en suis très, très infiniment reconnaissant de tout ça. Et comme je te dis, c'est une confirmation des précisions pratiques. Parfois, on mettait beaucoup l'accent sur la méditation là-bas. Voilà. Un jour, je lui ai écrit un petit mot. On pouvait lui écrire un petit mot, on lui glissait sur son siège et il nous répondait de sa main. J'ai tout gardé ça. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait, Swamiji? La particule G en Inde, tu le sais, c'est une marque de respect. Hein? Swamiji, comment ça se fait que mes instants de grande illumination, de grande méditation profonde, ça se passe pas au moment où je suis assis en méditation? Ah, il m'a fait cette réponse merveilleuse. Il dit, c'est parce que tu sais peut-être pas encore ce qu'est vraiment la méditation. Voilà. Ça me fait penser à une histoire à cette époque-là, dans les années 80, début des années 90. Quand je revenais à Montréal, on vivait dans des communes, des gens de chez soi, Micham. Tu sais, c'était des vies merveilleuses à l'époque. Et puis un jour, on prenait le thé, le chai. On était 7, 8 assis autour de la table de cuisine. On vivait par terre, comme en Inde. Et à un moment donné, il y a eu un moment de silence spontané qui a duré une dizaine de minutes. Là, on a ouvert les yeux et il y a une fille qui dit, ah, c'est tellement beau. On devrait aller s'asseoir dans la salle de méditation. Mais tout le monde l'a regardé en se prenant la tête. Et voilà. Hmm, Donc, pour me résumer un peu, c'était ça, l'Himalaya, l'Inde, Swamisham. Je ne suis pas retourné à l'ashram depuis j'ai quitté la dernière fois en mars 99. Je suis retourné en Inde une fois, mais pour visiter avec mon ami Francesca en 2012. Voilà. Alors, sur votre page Facebook, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt vos posts et vous êtes un des On rares. se tutoie. Ah pardon, excuse-moi parce que j'ai écrit les questions avec vous, alors ça me trouble. Ah, ben avec nous. Alors, je vais répondre nous, comme le pape ou T'as comme raison. la reine d'Angleterre, je sais pas. Donc, tu n'hésites pas à commenter l'actualité internationale avec Ah oui. de précision et je trouve un certain courage. Ne penses-tu pas qu'il est parfois délicat d'aborder des sujets qui sont aussi clivants? Moi, j'ose pas toujours en parler parce que j'ai toujours peur finalement de renforcer le sentiment de séparation, etc. J'ai pas peur. Et je pense que si on a bien compris, si on est allé jusqu'au bout de son exploration, eh bien, on peut continuer à jouer le rôle que la vie nous a dévolu en tant que personne. Là. On a un corps particulier, un intellect particulier, une formation particulière. Et ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. Hein. On va oublier ces histoires-là. C'est un concept qui est fait pour éviter l'engorgement des hôpitaux psychiatriques. Hein. Et on a besoin de ça collectivement, dire aux gens, vous êtes libres parce qu'à tous les 4 ou 5 ans, vous allez choisir entre les démocrates, les républicains, les libéraux, les conservateurs, les ceci, les cela. Je ne vais pas énumérer tous les partis politiques en France, on passerait l'heure entière. Et, euh, et donc, il n'y a pas de souci à jouer le rôle que la vie nous a dévolu. Le souci, c'est pas ça, c'est l'ignorance, le souci. Et on peut très bien s'intéresser aux choses mondaines. Shankaracharya a écrit un très beau poème au 8e siècle, je pense, Shankaracharya, qui s'appelle Jivan Muktananda Larari, la vague de félicité du libéré vivant. Et c'est magnifique, il y a, je pense, 17 versets. Je l'ai mis sur mon site web, d'ailleurs. Et à un moment donné, il dit, quand il s'intéresse aux objets des sens, etc., etc., c'est ce qu'on est en train de dire, le sage, dont l'illusion a été détruite par l'initiation de son gourou,
mettez le sens que vous voulez de gourou, c'est la vie en général, n'est plus l'objet de l'illusion, n'est plus sujet à l'illusion. Voilà. On continue son rôle, comme au théâtre, comme au cinéma, mais on ne se prend pas pour le rôle, c'est tout. Et ben, je vais dire, tant pis pour ceux qui se prennent encore pour le rôle, et on peut discuter et changer nos points de vue, sachant que c'est des points de vue. Ce sera toujours limité. Mon ami Virgile, qui avait eu un éveil formidable et à peu près sauvage, qui n'avait rien fait de spirituel, il n'avait jamais lu aucun livre, rien. Tout s'est éclairé en lui en 5-6 heures, hein, un jour, en 91. Et puis, il rencontrait les gens et il pouvait parler pendant 1 heure, parler de ses opinions politiques, de ce qu'il avait vu à la télé, parler de sport, tout ça. Mais il était mort de rire, il ne se prenait pas pour ça. Il ne se prenait pas au sérieux. Donc, il n'y a pas de souci à continuer la vie du corps. C'est là pour ça. Et on assiste au déroulement de la vie du complexe psychocorporel pour lequel on se prenait avant, mais que c'est fini. On assiste à son déroulement jusqu'à ce que sa destinée soit accomplie. Et à nous, ben, il nous arrive à rien. Voilà. Donc, ça peut aussi modifier notre manière d'interagir, bien sûr. Et ça ne va pas changer nos opinions, nos points de vue. Donc, j'ai des opinions, des points de vue qui me viennent de tout ce que j'ai lu, tout ce les contacts que j'ai eus, etc. Et moi, je dis qu'un grand malheur dans nos vies, individuelles et collectives, c'est le manque de curiosité. L'être humain, il cesse d'être curieux à un moment donné. Dans sa vie personnelle, il ne s'intéresse pas à ce qu'il est, à ce qu'il y a de profond en lui, ce qu'il y a d'indéniable, d'indubitable. La seule chose qu'il y a d'indubitable en nous, j'appelle ça, pour couper court, la lumière consciente. Tout le reste, vous pouvez le mettre en doute. La seule chose indubitable dans le rêve, c'est la conscience du rêveur. Projeté dans l'état de veille, c'est la même chose. Alors, c'est pour ça qu'on vit mal individuellement, parce que c'est par manque de curiosité. La curiosité, on a commencé nos carrières d'être humain comme ça. Et à un moment donné, ça s'est figé. Et c'est la même chose. Les malheurs collectifs et entre nations, c'est le manque de curiosité de la plupart des gens. Je lisais tout à l'heure un psychologue, je me souviens plus qui a dit que 80% des populations n'ont pas ce qu'il faut pour avoir un esprit critique et remettre en question les ordres des autorités. Seulement 20% ont ça. C'est pas une critique, c'est un constat, tout simplement. Et je dis c'est par manque de curiosité que les masses acceptent tout ce qu'on leur enfonce dans le gosier, à la télé, dans les médias, que j'appelle les médias de grand chemin, etc. C'est simplement par manque de curiosité. Si on est assez curieux, on va s'informer. Et tout est ouvert aujourd'hui avec Internet. Si on a vraiment la curiosité, c'est pas très long, en quelques clics, on peut trouver d'autres sons de cloche. Moi, j'avais des opinions et j'ai changé d'opinion à un moment donné en devenant plus curieux, m'intéressant. Pendant un bon bout de temps, je ne m'intéressais pas à la politique quand j'étais plongé en physique, quand j'étais en Inde, tout ça. Puis à un moment donné, ben, j'étais curieux et j'ai changé de point de vue sur bien des sujets. Et en réalité, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué à exprimer ses points de vue, ses opinions, mais ça évite de le faire de manière acrimonieuse. Quand je mets des posts sur des publications sur mon site, les gens qui sont grossiers, qui deviennent acrimonieux, qui rentrent dans les insultes, je les bloque automatiquement. Pas perdre de temps, c'est tout. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci Oui, pour oui, que la vie du psychocorporel continue. Il n'y a pas le choix de toute façon. Donc, je pense que c'est un faux concept que parce qu'on a eu une ouverture profonde dans sa vie, qu'on cesse automatiquement d'échanger avec les autres. Et pour moi, les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, très actif encore sur Facebook, ben, c'est fait pour échanger comme on échange avec des amis, tout simplement. oui, c'est un peu l'équivalent du café du commerce et je dis ça de façon pas du tout péjorative. En fait, moi, les cafés que j'aimais bien ou que j'aime bien quand je vais en France, c'est des cafés où il y a un peu de tout.
des travailleurs, des commerçants, des étudiants, etc. Et je trouve qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Et Ah, voilà, exact. une des raisons qui m'a poussé à te poser cette question, c'est que bah, comme il y a une crise diplomatique profonde en ce moment, et ben, il y a des gens qui ont tendance à s'identifier à un camp en particulier. Et en faisant ça, je crois qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils se coupent Ben des autres oui. et qu'ils auraient beaucoup à apprendre en lisant des fois les posts des autres, en les lisant vraiment attentivement et aussi peut-être en diversifiant leurs sources d'informations, quoi. C'est en frottant deux bouts de bois que les sages védiques allumaient le feu rituel, le feu sacrificiel. Quand on allumait un feu, autrefois, on frottait des bouts de bois très vite. Une chaleur et une flamme jaillissaient. Et dans la flamme qui jaillissait, ceux qui avaient servi à allumer la flamme étaient consumés. Or, c'est ça, de vivre les uns avec les autres, d'être des animaux sociaux, de continuer à publier sur Facebook ou d'échanger avec des amis, le café, comme tu le disais autrefois. On frotte des bouts de bois parce qu'on est en contact avec des opinions différentes, des points de vue différents, et c'est normal. Il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'être tellement identifié à son complexe psychocorporel que là, on entend l'autre parler, puis on ne l'écoute pas. On entend sans écouter. On est en train de penser à ce qu'on va dire pour lui répliquer. On passe notre vie à se défendre. Et se défendre, pour beaucoup, ça veut dire attaquer aussi. Donc, oui, encore une fois, pas de, pas de souci à faire ça. Mais ce qui est utile aussi, c'est le contact les uns avec les autres. Ça nous permet de voir où on en est personnellement dans nos vies. On peut rester dans un ashram, une caverne, dans sa chambre toute sa vie, et on croit, dès que tu mets les pieds dehors, oh là là, non. Tu sors dehors, tu donnes un coup de pied au chien en sortant. J'ai quelques spécimens en tête, comme ça, et bien sûr, sans jugement, en fait, la, Moi la vie, aussi, j'ai des noms, mais ça, on va pas en parler. la vie nous apporte, la vie nous aide en général à voir ces choses-là. Oui. Dans ton livre Civilisation profane, tu Hmm. dis que la civilisation, entre guillemets, occidentale traverse une crise grave et que sa cause est la perte du sacré. Que pouvons-nous apprendre des civilisations traditionnelles, qu'elles soient grecques, égyptiennes, védiques, selon toi? Écoute, de toutes ces civilisations dont on parle, égyptiennes entre autres aussi, toutes ces civilisations-là se sont corrompues. Donc, la nôtre ne fait pas exception. Sauf qu'elles ont quand même joui d'un moment de grâce, euh, tant que tout était fondé sur le sentiment du sacré. C'est-à-dire, on va le définir de façon large, il ne faut pas limiter ça à la religion ou à des rituels, tout ça, bien que les rituels, dans une véritable civilisation qui est fondée sur le sacré, a un sens et a une efficience, à condition de ne pas être accompli par un eunuque spirituel comme c'est arrivé dans la religion catholique plus tard. Euh, tant que c'était fondé, tant que c'est ça qui donnait le ton, là, il y avait des vrais rois qui étaient des initiés. Et le système des castes avait un sens profond. C'est pas comme ce qu'on a dépeint dans le monde moderne. C'est une injustice, tout ça, oui, bien sûr. Les gens savent pas qu'autrefois, en Inde, les castes, c'était pas héréditaire au tout départ et que c'était possible de changer de caste. En fait, c'était une position sociale qui était adaptée aux qualités Ouais. et aux Et capacités. voilà. C'est une simplement reconnaissance qu'il y en a qui sont pas faits pour être soldats. Il y en a qui sont pas faits pour être des intellectuels ou des artistes, des pianistes. C'est simple. Mais aujourd'hui, depuis 100 ans, depuis particulièrement la Première Guerre mondiale, on a envoyé au casse-pipe des gens qui n'étaient pas des soldats, qui étaient pas des guerriers. Voilà. Il y avait des castes militaires en France, en Allemagne, en Russie autrefois. Mais avec les conscriptions massives, on envoyait n'importe qui. Le résultat, tu as vu la guerre du Vietnam? Au moins un tiers
Non, 2 tiers, je crois, sont revenus avec des problèmes psychologiques, se sont drogués, ont eu besoin de psychiatres et tout ça. Pourquoi? On envoyait des jeunes qui se pensaient à un moment donné des guerriers parce qu'après 6 mois de s'être fait hurler par un sergent et qui savait tenir un fusil d'assaut par le bon bout, ils sont allés rencontrer des guerriers redoutables qui étaient les Vietnamiens à l'époque. Le résultat, c'est que les Américains, pour prendre cet exemple-là, qui est ancien, les Américains ont jamais perdu une bataille au Vietnam. Ils ont perdu la guerre. Ils sont rentrés à la maison, la queue entre les deux jambes. Ouais, Et c'est une chose de bombarder du haut des airs ou à 10 kilomètres avec des pièces d'artillerie. Mais autrefois, la guerre, tu voyais ton ennemi dans les yeux. Voilà. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que, oui, autrefois, on est la première civilisation dans l'humanité qui, au sortir du Moyen Âge, ça a commencé un peu avec la Renaissance et les Lumières, tout ça, qui est fondée, qui est une civilisation profane, qui n'est pas fondée d'abord et avant tout sur le sentiment du sacré. Comment je le définis largement? C'est le fort pressentiment d'une intelligence sans borne, d'une puissance sans borne qui dépasse infiniment l'individu. On va le définir comme ça. Or, aujourd'hui, ce qu'on a appelé l'humanisme, oui, sur un certain plan, l'humanisme, je veux bien, mais c'est mettre l'individu au centre de la vie. Et on voit la réaction. Donc, c'est pas nouveau, la décadence de notre civilisation. C'est en cours depuis longtemps. Écoute, ça fait 100 ans presque, en 1927, que René Guénon a écrit La crise du monde moderne, que Julius Evola avait suivi en 1934 avec Révolte contre le monde moderne, Risvolta contre il mondo moderno. Bon, il faut en prendre et en laisser avec Evola aussi, là. Mais c'est pas nouveau, mais il y a simplement une accélération. Comment? Par l'information. L'information circule plus vite, donc les choses évoluent plus vite. C'est tout. Et, mais encore une fois, tout cela est bon. Il est bon qu'il en soit ainsi, parce que c'est ça qui va amener le surgissement d'une autre manière de vivre. Parce qu'une civilisation, c'est une manière de vivre. On le sent déjà, c'est en train de germer, c'est sous la terre. Il y a des petites pousses qu'on voit un peu partout sur Terre, mais ça ne peut pas s'organiser et donner le ton à une civilisation. Il y a des sociétés. Tant que les pouvoirs actuels sont encore en place, il n'y a pas de souci, ils vont tous tomber. Tous, tous. Il n'y a pas tellement besoin d'accélérer les choses parce qu'ils travaillent très fort eux-mêmes pour tomber. Et ça commence. On commence à sentir que tout ça est en train de se déliter, peu importe. Il y a une accélération. On va voir. D'ailleurs, 2025 est parti sur les chapeaux de roue, là, on dirait, sur le plan international. On va rentrer dans les détails, là, mais je pense que tout le monde a compris. oui. Et d'ailleurs, c'est les sujets, surtout de la façon dont ils sont traités dans les médias actuels. Donc les médias, Oh, excuse-moi, peux-tu garder ta question? J'ai oublié de dire une chose, donner un exemple, parce que dans mon livre Civilisation profane, il y a une annexe que je pensais être de quelques pages, finalement c'était tout un chapitre, sur sur comment a abouti la République romaine, qui était la res publica, qui veut dire la chose publique. Et la res publica chez les Romains, ça a eu cours sous la royauté, sous la République et sous l'Empire. Donc, la res publica, on a mal traduit par république. Pas nécessairement la république, c'est une forme. La res publica. Ça a bien fonctionné, la res publica romaine, pendant plusieurs siècles, jusqu'à temps que la richesse afflue. Après les guerres carthaginoises, quand ils ont vaincu Carthage, là, ils sont emparés de la Méditerranée, la richesse a afflué, et ça a évidemment fait sortir tout l'égoïsme des gens. Ça a abouti à 100 ans de guerre civile horrible. C'est devenu le paradis des avocats, la Rome, dans le premier siècle avant notre ère. Et regardez aujourd'hui où il y a plus d'avocats par tête de pipe,
Les deux pays qui ont le plus d'avocats par tête de pipe, encore une fois, je ne vais pas trop insister là-dessus, les États-Unis et Israël. Bon. Euh, il y a d'autres raisons aussi, c'est pas la seule. Mais ça fait sortir l'égoïsme qui était latent, de toute façon. Et si vous regardez, je me suis beaucoup intéressé aux guerres civiles romaines entre Marius et Sulla. Ensuite, entre César et Pompée, le grand Jules, et finalement entre Marc-Antoine et Octave, qui est devenu Auguste. Mais le véritable premier empereur, c'était vraiment Jules César, il ne portait pas le nom. Et on voit que César, qui était un homme, je vais faire une petite parenthèse vite, vite. César, qui était de la nobilitas, a pourtant pris le parti des populares, du peuple. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à dos les sénateurs, l'oligarchie. C'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau, les oligarques. Les sénateurs étaient là seulement pour leurs petits intérêts personnels. Et c'est eux qui l'ont assassiné, César. Parce que César avait l'envergure pour tout changer. Bien sûr, c'était un énorme ambitieux, bien sûr, il a fait la guerre en Gaule, etc. Mais il avait ce qu'il fallait pour gérer un empire et je pense que le monde aurait été peut-être différent, mais ça devait arriver comme ça. Bon. Alors, je dis, aujourd'hui, c'est la même chose. Ça se délite constamment, les civilisations. C'est cyclique, c'est cyclique. Ça monte, ça s'effondre, ça revient, voilà. Bah, en tout cas, Jean, c'est un scoop parce que tu sais, moi, j'avais toujours pensé que César, il avait été assassiné justement par des républicains parce que tu sais, il était chef des armées et dans la Rome antique, le chef des armées, il n'avait pas le droit de franchir le Rubicon à la tête de ses armées. Du coup, j'avais toujours eu l'impression que finalement, César, il avait été tué pour défendre la démocratie, mais en fait, ce que tu révèles, c'est que c'est pas vrai en fait. Non, non. Ça, c'était le narratif. Ah là Comme là. aujourd'hui, on a un narratif. C'est C'est pas tout. la réalité. Il a franchi le Rubicon, ce qui était strictement illégal avec son armée. Il a osé faire ça et il a bien fait. Il a défié l'oligarchie et les gens donnaient pas cher de sa peau parce qu'il avait 10 fois moins de légionnaires que Pompée. Pompée avait pompeusement dit, je n'ai qu'à taper du pied en Italie pour soulever des légions. Et écoute, il s'est fait, ces légions ont été massacrées à plusieurs batailles, dont la principale à Pharsale en Grèce. Et évidemment, c'était un grand ambitieux, César, bien sûr, mais il avait une envergure exceptionnelle. Dans les quelques années qu'il était nommé dictateur à vie, parce qu'autrefois, dictateur, c'était pas péjoratif, hein. C'est devenu péjoratif ou dans les temps modernes. Euh, il a fait des réformes sur tous les plans. Notre calendrier, c'est le calendrier de Jules César, qu'il a pris des Égyptiens anciens et que le pape Grégoire a fait une légère modification, là. C'est le calendrier julien qu'on appelle grégorien maintenant. Et sur bien des plans, il a beaucoup aidé les pauvres de Rome. Rome avait 1 million d'habitants à l'époque, incroyable, la seule ville millionnaire dans le monde. Et il y en a presque 300 000 qui dépendaient quotidiennement de la charité ou de l'aide publique ou des patrons, comme on appelait les très riches. Ceux qui ont tué César, c'est l'oligarchie sénatoriale. C'est le parti de la nobilité. C'était très curieux, la guerre civile, parce que Pompée était, était un plébéien et il s'est rangé avec les nobles, avec l'oligarchie. César, qui était un homme, s'est rangé avec le peuple. Il était très aimé, César, dans le peuple, dans la plèbe, euh, à tel point que ceux qui l'ont tué, César était convaincu que le peuple allait se réjouir et qu'ils allaient rétablir les privilèges sénatoriaux. Or, c'était le contraire, ils ont dû fuir Rome, tellement le peuple était en colère. Ils se sont lourdement trompés, comme aujourd'hui, répétition de l'histoire. C'est vraiment ça, c'est-à-dire en t'écoutant, je me dis que l'histoire, c'est vraiment un éternel recommencement avec L'histoire bégait. par Béguet, avec ces tensions entre une tentation oligarchique de l'humanité, une tentation plus peut-être, je ne sais pas comment la qualifier, républicaine ou démocratique. Mais une question qui me vient, euh, le, pour l'être humain, ou est-ce que finalement, ça serait pas une bonne idée
de prendre du recul là-dessus et de pas du tout se mêler de politique, puisque finalement, il y a des forces inconscientes, des forces économiques, des forces égotiques qui sont en jeu, parfois même des égrégores qui se créent et qui nous entraînent finalement avec eux. Est-ce que ça serait pas judicieux finalement de se retrancher dans un sage désintéressement des questions politiques? Ce n'est pas incompatible de vivre une certaine sagesse sans fausse humilité, là. C'est pas incompatible de vivre une sagesse, un éclairage et de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Je vois aucune incompatibilité. Ceux qui en voient une incompatibilité, oui, pourquoi pas? C'est justement leur personnalité qui leur fait faire ça. Et la mienne me fait me faire m'intéresser, et même commenter et publier des choses que je trouve intéressantes, que je veux partager. Mais c'est personnel. C'est pas de la sagesse qui nous fait ne pas nous intéresser à ce qui se passe. C'est la personnalité, c'est son histoire personnelle. Donc, faut pas confondre la sagesse avec le fait de se retrancher. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et c'est pas une critique de ceux qui font ça. C'est parfait aussi, ça. Tout va bien. Ouais. Et ça permet même parfois de voir là où on n'est pas clair en fait. Parce que si j'ai une émotion forte qui surgit euh, par Voilà. tel ou tel événement ou tel un tel individu, peut-être que justement il y a peut-être à voir quelque chose qui n'est pas encore Ouais. complètement libéré en moi en Tout fait. à fait. Bien dit. À point, j'allais le dire. T'es génial, tu penses comme moi. Voilà. As-tu déjà trouvé quelqu'un de génial qui pensait pas comme toi? Ah, ça dit tout, hein. Alors, il y a beaucoup de gens qui se réfugient dans le silence, tout ça. C'est pas de la sagesse, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la friction des bouts de bois, parce que ça va les forcer à remettre en jeu leurs opinions, leurs points de vue. Ils veulent pas ça. C'est une fausse sagesse. C'est une image de la sagesse. Je dis pas que tous ceux qui ne parlent pas de politique sont dans ce cas-là. Il y a des gens qui vivent un bel éclairage et qui se tiennent à carreau. Il n'y a pas de souci, pas de problème. C'est tout. C'est ça qui leur vient et c'est parfait. Et c'est chacun qui peut le savoir pour lui-même ou elle-même. Merci beaucoup pour ces partages là-dessus. Mm. Euh, je voudrais Je dis lui-même et elle-même, mais il n'y a pas de troisième possibilité, hein. Ok. Bah, tu sais, pourtant, tu sais, en Inde, il y a cette fameuse tradition du dieu hermaphrodite, et même en Inde, il y a la reconnaissance d'un troisième genre, même si je sais que c'est des questions qui sont très politisées aujourd'hui. Oui, Mais bien sûr, mais on n'en fait pas toute une opérette comme on a fait là en Californie, là, un peu partout. C'est pas nécessaire d'insister lourdement là-dessus. Quand on insiste lourdement, parce qu'on n'est toujours pas tranquille avec ça. Je ouais, comprends parce que c'est un pendule qui va d'un côté, qui va de l'autre et tout ça. Le wokisme a beaucoup grandi aux États-Unis. Maintenant, le pendule s'en va de l'autre sens, hein. ouais. En fait, ils ont probablement aussi politisé. Il y avait, Ben oui, pour moi, il y avait un manque de sincérité. En fait, ils se servent de causes sociales, mais ben finalement, oui, faire avancer les gens, mais plutôt pour mieux les contrôler, ben oui. à mon Je avis. comprends qu'on peut se sentir hermaphrodite, qu'on peut se sentir des deux sexes, etc., etc. Mais il faudrait éviter de mettre ça en tête de son CV, là. Voyez, moi, je suis LGBTQ jusqu'à Z, là. Euh, c'est pas bon signe qu'on se sent obligé de mettre ça de l'avant constamment. Je peux pas. Ça me dérange pas, hein. Ça me fâche pas du tout. Au contraire, les gens font ce qu'ils sentent de faire. Mais je dis, c'est pas naturel, c'est encore de la réaction. Hmm. Si vous voulez savoir de quel sexe vous êtes, c'est pas très compliqué. Je vais vous donner une recette qui prend 2 secondes. Regardez dans votre pantalon. Mhm. Fin de l'histoire. Ouais. Après, Jean, bon, c'est vrai qu'on vit une époque complexe et avec de nombreuses influences et peut-être il y a un manque de repères.
Euh, Moi, j'ai eu cette chance d'avoir à la fois, on va dire, un ancrage dans une vision un peu plus traditionnelle et aussi bah, de fréquenter des gens qui s'identifient du coup à quelque chose de différent. Et Oui, bah, j'essaie bah, de les regarder avec bienveillance en fait et juste de peut-être de pointer d'un point de vue alors voilà, de prendre cette étiquette spirituelle, mais voilà, comme tu dis, de pas se suridentifier finalement à une identité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit politique, qu'elle ben soit, oui. etc. Et finalement de remettre tout à sa juste place, quel Hmm, que hmm. soit son choix, et de pas forcément faire peut-être un mouvement politique, parce que Ouais, là, souvent la matrice, elle va récupérer ça et utiliser les gens comme des pistolets. ouais. C'est toujours la même chose. On essaie d'être tranquille, heureux, dit-on. Tout le monde veut être heureux. Or, vouloir être heureux, ça veut dire, dans le fond, être heureux tout le temps. Parce que qui veut être heureux 5 minutes, puis malheureux le reste de la journée? Or, pour être heureux tout le temps, il n'y a pas d'autre choix. C'est d'être heureux hors du temps. Alors, pourquoi je dis ça? Ça peut s'appliquer à cet exemple-ci. Si moi, je suis comme je suis, là, je suis pas très woke, j'ai pas de souci avec ça non plus. Je sens pas que ça menace ma tranquillité. Ça me rend pas malheureux, tout ça. Euh, je- je- Comme toutes les situations, si on aborde les situations à partir de la tranquillité et qu'on n'attend pas la tranquillité de la situation ou de notre intervention dans la situation, ben on est tranquille, c'est tout. Ça n'empêche pas de discuter, d'échanger des points de vue, mais on est tranquille, tranquille. Voilà. Et je regarde ces échanges acrimonieux à propos du wokisme, etc. Ben, le problème, c'est pas ça. C'est le manque de tranquillité, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aborder tous les événements de l'espace-temps d'une journée en étant émotionnellement tourné vers ce qui n'est pas là. En attendant la tranquillité, le bonheur de ce qui va arriver ou pourrait ne pas arriver, ou encore peu de ce qui aurait dû arriver, ce qui aurait pu arriver, etc. La vérité qui peut choquer beaucoup, c'est que, je vais parler pour moi, tiens, c'est moins choquant. Je n'avais pas le choix d'être comme j'étais ou différent. Je n'ai toujours pas le choix d'être, je parle au niveau de personnalité, je n'ai pas le choix d'être comme je suis ou différent. Et toi non plus. Et c'est ainsi tant que le corps, le complexe psychocorporel sera là. Voilà. Ok. La liberté, c'est pas le personnage du roman qui est libre, c'est le romancier qui est libre. Merci. Voilà. Le personnage du roman, il est toujours tourné vers ce qui va arriver, ce qui va pas arriver. Le romancier, lui, il est mort de rire. Ouais. Tranquille. Moi, je vais mettre mon petit grain de sel. En fait, je trouve que toutes les thématiques qui sont abordées par le wokisme, elles ont une certaine, elles ont un certain sens. Mais en général, c'est vrai que j'observe que c'est récupéré soit pour des motifs politiciens, Mm. partisans, soit par des égos. Ouais, L'ego, le problème, encore une fois, je le dis en toute humilité parce qu'on on est tous ou on passe tous par là. Il adore récupérer des raisons de se oui, plaindre oui. en Oui, conflit. bien sûr. Donc, Oui, parce que on sait très bien que le château de cartes qu'on a édifié est très fragile. ouais. La personnalité égotique, la croyance d'être ceci, d'être cela, c'est un château de cartes. Si la fenêtre est ouverte et qu'il y a une petite brise, ça jette tout le château par terre. Donc, on n'est pas aussi bête qu'on en a l'air dans le fond. Alors, on sait très bien que ça tient pas facilement, ça tient pas bien la route. Alors, c'est pour ça qu'on n'ose pas, qu'on se retire, tu Yes. vois? Qu'on n'ose pas aller se frotter aux autres, se frotter à l'opinion publique. On n'ose pas, souvent à cause de ça. Ça peut être de la sagesse, ça peut être naturel selon notre personne, mais très souvent, c'est ça. Euh, on n'ose pas parce que on ne croit pas trop, dans le fond, à, à cette restriction personnelle qu'on croit être. Alors, on a besoin de le soutenir. On va recruter chez nos amis, ceux qui vont
penser comme nous, tout ça, ceux-là, on les aime. Ceux qui nous remettent en question, soit on les attaque, on se défend contre eux, ou on les ignore, on les éloigne. C'est ça. Ouais. Bah, on revient à cette idée de polarisation de la société, alors que ce qui m'anime, justement, c'est de dépolariser en reconnaissance de notre vraie nature qui est commune, et puis dans un dialogue respectueux, c'est-à-dire en évitant de poser des étiquettes agressives ou mais bon, encore une fois, c'est tout un c'est tout un jeu parce que en Tout à effet fait. Oui. si- Il faut remercier pour tout ce qui arrive, parce que c'est pas des obstacles, c'est que des occasions. ouais. Si on est curieux, c'est des occasions de se regarder soi-même. Si quelqu'un me dit, écoute, Jean, t'es vraiment un imbécile, ah, le réflexe, c'est de défendre la construction égotique. Il dit, mais je ne suis pas un imbécile, je suis brillant. Bon, ce qui n'est pas loin de la vérité, évidemment. Euh, mais c'est le réflexe habituel. On va défendre, on va attaquer, on va argumenter. Mais en réalité, si je regarde bien, il me dit, OK, je suis un imbécile. Si je regarde de façon objective, je vois bien que des grands bouts de ma vie, je me suis comporté comme un imbécile. Donc, dans le fond, on est d'accord. On a là la base de ce qui pourrait devenir une belle et profonde amitié. Mhm. Mais c'est pas ça qui se passe généralement. On est dans la défense. Mm. Alors peut-être pour sortir de cette réaction défensive, on peut peut-être s'appuyer sur les enseignements Ouais, éternels, vraiment tels qu'ils sont, ils sont produits dans les Upanishads. Les Upanishads, les Védas, c'est des textes qui ont des milliers d'années, euh, que tu n'hésites pas à reprendre justement dans tes livres ou dans tes enseignements. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent encore faire sens pour tout à des... fait. Il me vient un verset du Rig Veda. Alors, le Rig Veda, c'est un recueil d'hymnes des sages védiques qui date facilement de au moins 3000 ans, sinon plus. Je ne peux pas rentrer dans les détails. J'ai écrit un livre qui s'appelle Brûlante clarté à ce sujet-là. Là. Un très beau verset. Nanu namasti no shwa ko tadveda yadadbhutam anyasya chittam abhisamcharenyam abhi uta uh, abhidittam vinashyati. Ce qui veut dire, c'est deux lignes, un verset. Cela n'est pas maintenant. Alors, oubliez même l'instant présent. Là. Cela, on a vendu beaucoup de livres, on fait beaucoup de séminaires, on a beaucoup surfé sur l'instant présent. Nanu namasti, cela n'est pas maintenant. No choix, c'est pas demain non plus. Qui connaît? Ko tad Veda. En Veda, ça veut dire savoir, connaître, mais savoir parce qu'on l'a vu. Ça vient du verbe vide, qui veut dire voir. Et le temps du parfait, Veda, en sanskrit, comme en grec d'ailleurs, en grec ancien, on le traduit toujours par, ça dénote l'état actuel amené par une action passée. Donc, Veda, on ne dit pas j'ai vu, on dit je sais. Mais je sais pour l'avoir vu, c'est une connaissance directe, c'est ça, Veda. Kotad Veda, qui connaît cela? Yadad Bhutam, cela qui est transcendant et merveilleux. Deuxième ligne. Cela doit être approché à travers la conscience de ce qui est autre. Mais il y a des nuances. Anyasya Chittam, la conscience de ce qui est autre, OK? Abhi Samcharenyam, Abhi en direction de Samcharenyam, Char, le verbe Char, Charami, je marche, je chemine. Sam, avec, ça veut dire cheminer avec la conscience de ce qui est autre dans une direction donnée. Je vais revenir là-dessus. Mais, approché directement par la pensée, cela s'évanouit. Et même, il y a la particule vie, vinashyati. Vie, ça donne une intensité, ça fouille le camp. Mais regardez les philosophes, les théologiens qui ont voulu approcher directement par la pensée la réalité, ça fout le camp, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est inconcevable, c'est
pensable, Yadat Bhutan, cela qui est transcendant et merveilleux. Mais le bout clé, c'est le bout qui est vraiment, qui donne la clé, c'est cela doit être approché en cheminant à travers la conscience de ce qu'il y a. Mais c'est ça qu'on fait depuis notre naissance. On chemine tous les jours dans la conscience qu'il y a moi et que tout le reste, c'est autre chose. Or, le poète védique, parce que c'était des poètes, hein, il nous exprime ici le fait que l'éclairage, tu parlais de l'éveil au début, l'éveil vient tout simplement en continuant de cheminer, en allant jusqu'au bout, de cheminer dans la conscience de ce qui est haut. Aller jusqu'au bout, ne pas arrêter. Et c'est fatal. Si tu vas jusqu'au bout de ton rêve, si tu enquêtes sur la vraie réalité de n'importe quel élément de ton rêve, tu vas découvrir la réalité, la conscience du rêveur. Alors faisons pareil dans l'état de veille. Pour ça, je dis, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a que des occasions. C'est ça l'approche tantrique que beaucoup professé la belle tradition du shivaïsme cachemérien. C'est aller jusqu'au bout. Alors, c'est un des plus beaux versets du Rig Veda, ça. Et pour répondre à ta question, oui, ça s'applique à nous. C'est parfaitement d'actualité. Est-ce que tu m'autorises à te poser encore une ou deux dernières questions? Vas-y, vas-y, on y est, on continue. Euh, Tu insistes souvent sur l'importance de l'honnêteté envers soi-même dans la recherche spirituelle. Ouais. Comment cultiver cette sincérité et cette honnêteté au quotidien? Comment ça? Comment cultiver cette honnêteté en fait? Hein? Finalement, Tu comment peux pas... pas le, tu Enfin, peux pas le cultiver parce que tout ce que tu cultives, c'est personnel, ça vient de la mémoire. C'est pas compliqué, c'est pour arriver à un résultat qui est encore une projection. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est peut-être ça, cultiver, entre guillemets, c'est on peut, en étant curieux, en se regardant vivre, et les autres nous y aident, justement. En se regardant vivre, on peut constater à quel point on est malhonnête, très souvent, envers soi-même. On se la raconte. On se la raconte. On utilise beaucoup les verbes pronominaux dans le sud de la France, ça vient de l'Italie, ça. Je la racontiamo. On se la raconte, hein? On dit on se la rit. Euh, et ça, on peut le faire. Je peux pas aller vers l'éveil, vers l'illumination, parce que c'est aller toujours dans une direction qui vient de la mémoire. Écoute, tu es intelligent, tu vas comprendre rapidement, tu le sais déjà, je suis sûr. Tu ne peux absolument rien vouloir qui ne passe par ta mémoire. Essaye. Alors, vouloir, c'est vouloir refaire le connu. C'est rien d'autre que ça. Donc, ça vient pas d'une démarche délibérée. On ne peut pas se détacher de telle chose. C'est telle chose qui se détache de nous. Les jouets qui m'amusaient à l'âge de 7 ans, j'ai pas eu besoin de m'en détacher. J'ai pas à les jeter et d'interdire les jouets aux enfants de 7 ans. C'est parti, ça me concerne plus. Et à un moment donné, il n'y a plus rien qui nous concerne dans l'espace-temps d'une vie. Et curieusement, on a un immense intérêt pour ça, un immense amour pour tout. C'est l'amour. Il reste l'amour qui ne peut pas vivre, ne peut pas s'exprimer et fleurir tant qu'il y a la peur. Voilà. Ce qu'on appelle l'amour souvent, c'est pas la paix, c'est un cessez-le-feu. Voilà. Et les cessez-le-feu, ça vaut pas grand-chose. On l'a vu, hein? bah, des fois, la vie est faite de compromis, donc Oui, ben, on n'a pas le choix, encore une fois. c'est ça. Simplement, aller jusqu'au bout, continuer. Winston Churchill a dit quelque chose de très beau dans le pire moment de la guerre, quand la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni étaient seuls face à l'Allemagne. Il a dit, If you're going through hell, keep going. Si vous traversez un enfer, continuez, arrêtez pas. C'est simple, hein? C'est un peu ce que... Bah, c'est marrant, ça me fait penser à... C'est pas du tout les mêmes personnes, personnalités, mais Ouais. ça me fait penser à la citation de Christian Bobin au début de Ah vraiment oui.
aller jusqu'au bout pour aller toucher Voilà, le cœur du voilà. sujet et le cœur de l'autre. Mm. Euh, Est-ce que tu veux nous dire un mot du livre qui sort prochainement sur le trésor secret des mots? Est-ce que tu veux nous parler de ce qui t'a poussé à l'écrire avec ta collègue Francesca Brugnoli? Euh, Oui, tout à fait. Euh, les mots, les paroles, c'est bien plus que des simples signes en réalité. C'est c'est des trésors de vérité, des éclats de révélation. C'est un livre à deux voix alors qu'on a écrit sous forme de dialogue. C'est un dialogue entre Francesca et moi, qui est italienne. C'est pas un dictionnaire, c'est pas un abécédaire de spiritualité. C'est une exploration vivante du pouvoir des mots à éveiller la conscience. Chez les anciens, la parole qu'on appelait logos, chez Héraclite et chez Jean l'Évangéliste, hein, au début était le verbe, tout ça, que l'Inde a appelé vach, hein, qui ont beaucoup parlé et dit sur la parole. C'est plus que la parole parlée, c'est tout le mouvement de la manifestation, le logos, vach en Inde. C'est pas un simple outil de communication, c'est infiniment plus que ça, c'est une manifestation de l'existence, c'est un dévoilement de l'absolu, de l'inconcevable. C'est le souffle du verbe qui traverse le monde. Voilà, c'est ça. Mais sous le poids de l'usage des, comme on vit à travers les siècles, le sens profond de beaucoup de mots s'est estompé, est enseveli sous le bavardage quotidien, et c'est pas une critique non plus. Alors, on a entrepris une sorte de voyage que je trouve fascinant à travers l'étymologie et la pensée des mots. On a remonté au fil du temps jusqu'à la source originelle du sens de beaucoup de mots importants. Amour, travail, poésie, vérité, confiance, splendeur, bonheur. Des mots sanscrits, grec ancien et latin, je précise. Et avec le développement dans les langues modernes, en français, en italien, entre autres, même en anglais. Qu'est-ce qu'ils nous disent réellement, ces mots qu'on croyait connaître vraiment, hein? Donc, c'est encore une question de curiosité. Je trouve que notre dialogue débouche bien. Oui, ça commence un peu sur une question d'étymologie, mais rapidement, parce qu'on ne veut pas faire un livre universitaire avec ça, c'est pas ça du tout. Ça débouche sur une sorte de méditation lumineuse qui nous invite, qui invite le lecteur à redécouvrir le langage comme un chemin d'éveil. Voilà, le mot éveil est lâché. Si on sait écouter les mots, les parole, comme on dit en italien, les mots se remettent à nous parler. Je peux le décrire un peu comme ça. C'est un dialogue, c'est vivant. Voilà. Bah, ça donne envie de le lire. Euh, Mm. Si tu devais transmettre un seul enseignement fondamental, alors peut-être que tu l'as déjà dit, à quelqu'un qui cherche à aller jusqu'au bout, qui cherche à s'éveiller, qui cherche à vivre en vérité, à vivre en amour, lequel serait-il? Lequel quoi? Quel enseignement? Quel serait un enseignement selon toi fondamental? Après, peut-être que tu as déjà évoqué ça. Un enseignement, tu veux dire, parmi ceux qui se sont manifestés comme enseignants, des choses comme ça? Peut-être. Oui. Bon, écoute, spontanément comme ça, je dirais celui qu'on peut facilement trouver comme livre, comme publication, Nisargadatta. C'est la lame de rasoir, hein? Faut pas passer après lui, il reste plus rien. Il avait dit un jour en accueillant ses visiteurs dans sa petite chambre à Bombay, Mumbai aujourd'hui, il avait dit, toute personne qui se présente ici sera liquidée. Ah. Et il n'a pas fait de disciples, il n'a pas fait d'ashram, aucune organisation.
Un jour, un après-midi, il a dit à une dame, il dit, vous, là, vous avez rien compris ce matin. Il n'avait pas peur de parler directement. Vous n'avez rien compris ce matin. Écoutez, s'il vous plaît, là, revenez pas. C'est pas la peine d'aller perdre votre temps. Là, il a regardé une autre. Il dit, vous, par contre, vous avez tout saisi. Je le vois ce matin. Pas la peine de revenir non plus. Voilà. Non, si vous lisez Je suis, I am that, et j'en ai traduit un dans les années 90 qui s'appelle L'ultime guérison, The Ultimate Medicine en anglais. Il y en a plusieurs. C'est des dialogues. Il n'a rien écrit, ni Sargadata. Il n'a pas fait de publicité, il n'a pas fait de séminaire. De bouche à oreille, les gens sont allés le voir. Donc, je dirais, ça m'est venu spontanément, oui, Nisargadatta. Moi, ça m'a toujours percuté. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Il est décédé au moment où j'arrivais en Inde, tout comme Ananda Mahi. Ah, il y en a d'autres. Je me suis beaucoup intéressé à Krishnamurti pendant longtemps. J'ai lu les discours du Bouddha. Le bouddhisme, c'est pas l'affaire du Bouddha. Ça a commencé 100 ans après la mort du Bouddha. Il a demandé ce qu'il n'y ait aucune représentation de lui qui soit faite. Personne n'a eu autant de statues de représentation que Bouddha dans l'histoire de l'humanité. Rappelons une vérité essentielle. Bouddha n'était pas bouddhiste. Jésus n'était pas chrétien. Voilà. Alors, il faudrait voir là. Moi, il y a plein d'enseignements. Je pense que le plus important, c'est encore une fois, j'y reviens continuellement, c'est la curiosité d'aller jusqu'au bout, d'en finir avec le mal-être de nos vies. À un moment donné, pendant longtemps, on remet en question les objets qu'on va saisir, les hochets, parce qu'on n'a pas changé depuis qu'on est enfant. Enfant, ça nous amusait un hochet. Après, c'était une trottinette, après un vélo, après une moto, après une voiture, après une femme, un homme, un mariage, avoir des enfants, avoir une carrière, etc. On n'a fait que changer de hochet dans la vie. Et alors, je pose la question, et alors, ça va mieux? Ça va vraiment mieux? Hmm, pourquoi? Avec un peu d'attention, de curiosité. Appelons ça la grâce encore. Anugraha, comme disaient les Cachemiriens. La chute de la grâce, Shaktipat. La Shakti, c'est la puissance. La chute, ça descend. Ça monte pas, ça vient pas de l'individu qui va chercher l'éveil. C'est quelque chose qui nous fond dessus à un moment donné. Avec un peu de chance, on arrête de remettre en question les hochets eux-mêmes. Et c'est tout le mécanisme de la recherche qui est, oh, mon Dieu. Et là, il y a quelque chose de frais qui peut se passer parce que ça ne vient pas de la mémoire, ça ne vient pas de la personne. Et je cours après la tranquillité, le bonheur, je cours après une image de la tranquillité, du bonheur. Voilà. Ben écoute, Jean, ça sera les mots de conclusion pour cette fois. Hmm. Euh, Merci encore d'avoir partagé ce moment avec nous et C'est un bonheur. bonheur partagé. Bonheur partagé. OK. Merci beaucoup à toi. Merci. Euh, un beau moment de silence, je dirais. Un silence meublé, comme on peut avoir un appartement. D'ailleurs, quand on achète un appartement ou une maison, beaucoup de gens ils pensent qu'il faut la remplir, la remplir. Tu sais, il y a des gens qui ont mis des bibelots, des ramasses-poussières partout, des photos d'eux-mêmes sur le frigo, sur le bureau et tout ça. En réalité, une maison comme celle-ci, ça devrait d'abord être là pour mettre en valeur l'espace et la lumière, et non pas pour l'encombrer. Voilà. Alors, dans ce sens-là, je dis, notre réunion de ce matin était je, je crois, je l'espère, espace et lumière avant tout, au lieu de l'encombrer de mots et de concepts. Faut oublier tous les mots, tous les concepts, oublier tout ce qu'on a dit. Voilà. Merci. Merci à toi. Ouais.